Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert, et aujourd'hui, on a décidé de vous raconter une histoire un peu plus légère. Une nouvelle histoire de famille, mais qui raconte la manière dont le stress et l'inattendu peuvent vous faire perdre pied, vous rendre irrationnel, et la manière dont la peur de ses propres parents peut entraîner chez les enfants des mensonges. Et si jamais quelque chose, dans la voix qui parle, vous semble familier, c'est normal, elle ressemble à la mienne, c'est celle de mon petit frère, au micro d'Alexandre Moniol. On est le 21 juin 2013, j'ai 20 ans et je rentre dans l'appartement de mes parents. Je suis soulagé, je respire enfin et j'appelle ma sœur, Charlotte. Et je lui dis, j'ai réussi à rentrer, j'ai trouvé un double des clés, mais y a un trou dans la fenêtre. Y a du verre sur le plan de travail, y a du verre par terre. Je pense que quelqu'un a essayé de rentrer par effraction. J'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait disparu. J'ai regardé un petit peu partout. Mais a priori, tout va bien. Et elles me disent, ne touche à rien. Appelle papa et maman d'urgence. Il faut absolument que tu leur dises. Et je me dis, ouais, vas-y, c'est bon. Je raccroche avec elle et j'appelle mes parents. Ils répondent pas, évidemment, parce qu'ils ne répondent jamais. Et là, je dicte le message. C'est machinal. Je leur explique. Je suis rentré. Il y a un trou dans la fenêtre. Je pense qu'il y a eu une tentative d'effraction. Il y a du verre sur le plan de travail. Il y a du verre par terre. Et je raccroche. Ça prend pas longtemps. Ils me rappellent quelques minutes plus tard et ils me disent bon, raconte-nous concrètement. Dis-nous, donne-nous plus de détails. Et donc je leur explique, voilà, la taille du trou, il fait à peu près celui d'un bras. Que je sais pas, il y a du verre à l'extérieur, il y a du verre à l'intérieur, sur le plan de travail, par terre. Que tout a l'air en ordre, rien n'a l'air d'avoir disparu. Et ils me disent, mais faut que tu ailles porter plainte. Nous, on est en week-end, on peut pas rentrer. Donc, faut que tu ailles porter plainte pour nous. Je leur dis d'accord, je raccroche et je décide d'aller porter plainte. C'est pas loin, mais ça me paraît une éternité. Je rentre dans le commissariat, le cœur un peu lourd quand même. Et je leur dis bonjour, je voudrais porter plainte. Ils me disent très bien, pourquoi ? Pour tentative d'effraction. Ils me disent ok, alors vous allez nous décrire la scène exactement. Donc je leur répète la même histoire que j'ai dite à ma sœur, que j'ai dite à mes parents. Et il y avait un trou, il y avait du verre. Ils me disent ok, donc on a votre version des faits. On va envoyer une équipe sur place pour examiner les lieux. Ça devrait pas tarder. Je pense que dans max 1 heure, vous avez des nouvelles d'eux. Ok. Et là, je commence à paniquer. Et donc, je pars. Et là, je suis angoissé. Et je rentre chez moi. Je suis dans mon salon. Et j'attends. Et je me sens mal. J'ai toujours été très, très stressé, très angoissé. Je suis de nature à angoisser facilement.
Après, j'ai aussi un contexte familial où mon père est du genre un peu colérique. Il s'énerve facilement et quand il s'énerve, c'est toujours terrible. C'est une angoisse. Quand mon père commence à s'énerver, il faut se cacher quelque part parce que c'est dévastateur. Ma mère est plus calme dans son genre, mais faut pas non plus trop l'énerver. Et il y a toujours eu un peu ce truc d'essayer d'éviter le maximum le conflit parce que on n'a pas envie que ça arrive. Déjà, on n'a pas envie de s'énerver avec ses parents et puis on n'a pas envie de s'énerver avec les miens. En plus, mon père est avocat, donc faut suivre les règles. C'est important. Et là, je suis stressé parce que j'ai menti et je veux pas qu'il le sache. En fait, cette histoire a commencé plutôt dans la journée. J'ai un travail dans un restaurant. Mes parents m'annoncent le matin qu'ils partent en week-end. Donc, je suis content. J'ai la maison pour moi tout seul. On est le jour de la fête de la musique. Donc, je me suis dit, je vais inviter des amis pour la soirée. Ça va être bien. Ma journée de travail se passe normalement, correctement. Et à la fin, je me prépare, je range mes affaires, je rentre à la maison. J'arrive en bas de mon immeuble et j'ai pas mes clés. Tout va bien, je panique pas, c'est pas la première fois que j'oublie mes clés. Donc j'appelle mes parents, ils répondent pas. Je les rappelle plusieurs fois, j'appelle plusieurs fois ma mère, plusieurs fois mon père, ils répondent pas. J'essaye d'appeler mes sœurs. Ma sœur cadette, c'est Charlotte, et ma sœur aînée, c'est Pauline. J'appelle d'abord ma sœur cadette qui me répond, qui me demande si j'ai pas de solution, si j'ai essayé de joindre papa et maman. Oui, ils ont pas répondu. Donc elle me dit qu'elle a pas de double, qu'elle peut rien faire pour moi, mais que de pas paniquer, qu'on va trouver une solution et que tout va bien aller. J'appelle ma seconde sœur, ma sœur aînée. Pareil, pas de double de clé, ça va aller, panique pas. Bon, elles ont beau me dire de pas paniquer, je panique un peu quand même parce que j'ai personne pour me faire rentrer chez moi. Et je réessaye de rappeler mon père et ma mère parce que je suis du genre un peu insistant. Donc je leur laisse un message évidemment, je leur explique, voilà, je suis rentré, j'ai pas les clés. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je sonne chez la gardienne qui me dit qu'elle n'a pas de double des clés, mais qu'elle peut m'ouvrir les portes magnétiques, quoi, les portes du bas. Donc, c'est ce que je fais. Je rentre, elle m'ouvre la porte, etc. Je vais devant ma porte d'entrée. Je cherche sous le paillasson dans un geste désespéré pour voir si, par le plus grand des hasards, il n'y aurait pas un double. Il n'y en a pas, évidemment, ça aurait été trop facile. Ensuite, je fais le tour, je redescends, je passe par l'escalier de service. J'arrive devant ma porte de service parce que parfois, rarement, on cache un double. Je regarde sur le côté, sous les pots de fleurs, sous le tapis, il n'y a rien. Bon, je réessaye de rappeler mes parents, ils répondent toujours pas. J'ai commencé à voir rouge. J'ai commencé à me dire, mais faut absolument que je rentre chez moi. Là, c'est une question de vie ou de mort, c'est une nécessité, j'ai besoin de rentrer chez moi. D'abord, j'ai décidé d'appeler un serrurier pour voir si jamais c'était possible, à moindre coût, d'essayer de rentrer chez moi. Donc j'appelle, il me demande des photos de la porte, de la serrure, pour concrètement voir quel travail il y avait à accomplir là-dessus. Et là, il me dit que c'est une porte blindée à double battant et que si je veux rentrer, il faut tout casser, tout démonter et que ça va coûter plus de 1 000 €. Et que là, je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Si je dépense 1 000 € pour une porte, mes parents, ils vont me tuer. Je rappelle Charlotte pour lui expliquer l'histoire, pour lui dire, le serrurier, c'est pas possible. Je rappelle mes parents, ils répondent toujours pas.
je commence vraiment à être de plus en plus désespéré, quoi. Là, à ce moment-là, je me trouve devant ma porte d'entrée principale. Et bon, je décide une énième fois de retourner devant le palier de ma porte de service. Donc je redescends, je reprends l'escalier de service et je remonte au 7e étage. J'arrive sur du coup mon petit balcon qui se trouve devant ma porte de service. Le balcon est commun aux voisins, donc ça veut dire qu'il y a les voisins de l'autre côté, il y a les voisins au-dessus, les voisins en dessous, il y a des voisins partout. J'arrive, je regarde sur la fenêtre sur le côté et là je vois la clé sur la porte à l'intérieur. Et là, je me dis mais c'est pas possible. La clé se trouve sur la porte. En plus, même du coup, si je trouvais une clé de service, c'est-à-dire que je pouvais même pas rentrer parce qu'il y avait une clé dans la serrure. Et mon plan, c'est... Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais péter la vitre et je vais atteindre la clé et je vais ouvrir la porte. Je deviens fou et là, je commence à taper sur la vitre avec mon poing et je tape de plus en plus fort, frénétiquement, et je m'éclate le poing et ça fait super mal parce que j'ai pas de force et parce que la vitre, elle est blindée, anti-effraction. Et alors, je décide d'enrouler mon poing dans mon pull et je recommence à frapper en me disant ça fera moins mal. Puis dans les films, ils font comme ça. C'est comme ça qu'ils pètent les vitres. Alors je me dis, moi aussi je vais le faire. Mais ça marche pas parce que dans les films, c'est pas des fenêtres anti-effraction, c'est pas des doubles vitrages blindés. À ce moment-là, il y avait plus de raisonnement. Il y avait plus de réflexion sur est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ? Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que ça va pas me retomber dessus ? C'était juste, il faut que je rentre. Ça fonctionne pas, j'arrive pas à rentrer. La vitre ne cède pas, elle ne raye pas, elle ne se fracture pas, rien, elle est indemne. C'est comme si je balançais des coussins dessus. Et là, je me dis, mais il me faut un marteau. En fait, ce dont j'ai besoin pour péter cette vitre, c'est un marteau. Je me dis, là, je vais descendre, je vais aller voir la gardienne, je vais lui demander un marteau. C'est pas tellement bizarre de demander un marteau à sa gardienne, je peux avoir besoin de planter un clou. En plus, là, je suis en école d'art, on peut faire, je sais pas, des travaux manuels. Donc, bon, je descends, je sonne à la gardienne, chez la gardienne, elle m'ouvre et je lui fais bonjour, est-ce que vous n'auriez pas un marteau ? Elle me dit non, j'ai pas de marteau, mais j'ai une masse par contre. Et je fais c'est parfait, une masse, c'est très bien. Elle me dit ah bon, mais t'es sûr ? Bah ouais. Puis elle me regarde bizarrement comme si j'étais une espèce d'extraterrestre parce que c'est tellement bizarre de demander une masse. Donc je la remercie et je pars. Je rentre, je remonte, je passe par la porte de service. J'arrive devant chez moi et je passe donc sur le côté, sur la petite fenêtre. Je regarde encore à l'intérieur, il y a la clé. Je me dis ça va le faire. Et alors là, je commence à prendre ma masse et à taper sur la vitre. Et je tape et ça fait un boucan mais d'enfer, un bruit mais à réveiller les morts. Et là, je me dis mais si les voisins sortent et me voient, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Il y a plein de voisins qui me connaissent pas. Et ils vont se dire, mais il y a un mec en train d'essayer de rentrer par effraction. Et moi, je leur explique quoi ? Non, j'habite ici, j'essaye de rentrer chez moi. Ils vont me prendre pour un fou. Ils vont jamais se dire, évidemment, le mec, il est chez lui, il pète la vitre, c'est normal. Ils vont appeler les flics. Mais personne sort, je continue de frapper, et je frappe. Et ça prend un temps fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être si long, cette vitre, elle est ultra solide. Et ça se fissure un petit peu, pas beaucoup. Puis je continue de frapper, et ça se fissure de plus en plus, et ça s'étiole. C'est cette vitre-là qui se casse pas comme une vitre normale. Elle s'étiole, mais elle tient. Et de plus en plus, je frappe, et le trou est tout petit. C'est ridicule, c'est que j'avais l'impression de frapper avec un mini marteau. Je comprenais pas comment le trou pouvait être si petit. Et du coup, j'ai essayé de forcer avec la masse, j'ai essayé de creuser le trou, comme ça, jusqu'à ce que j'ai un trou
euh, de la taille de mon bras, plus ou moins. Et je me dis, c'est bon. Le trou, là, il est assez grand, ça va le faire. Je passe mon bras et je me rends compte que j'arrive pas à atteindre la clé, que c'est trop loin et qu'en fait, mon bras, la taille du trou correspond pas à toute la longueur de mon bras. J'arrive pas, j'arrive peut-être jusqu'au coude. J'arrivais pas à mettre mon bras jusqu'au bout. Et bon, j'atteins pas la clé. Et je vois une coupelle de fruits juste à côté de moi sur le plan de travail. Euh, Elle est en métal et elle est pas pleine. Il y a comme plein de barres obliques parallèles là, qui forment la coupe de fruits. Et je décide de m'en servir en fait pour atteindre la clé et la faire tourner dans la serrure. Je prends la coupe de fruits, je tends le bras et j'atteins la clé. Et alors là, je manipule la coupe à fruits pour faire tourner la clé dans la serrure. Ce que j'arrive à faire miraculeusement. Et une fois que la porte est déverrouillée, il a fallu actionner la poignée. Donc, toujours avec ma coupe à fruits, je tape sur la poignée jusqu'à ce qu'elle cède et que la porte s'ouvre. Et là, c'est formidable pour moi. Là, je pose la coupe à fruits, je retire mon bras et là, je respire à nouveau. Je ferme la porte et puis je vois le trou à la fenêtre et là, je me dis, mais faut que je fasse quelque chose à propos de ça. Parce que je suis rentré, c'est bien. Maintenant, faut éviter de me faire défoncer la gueule. Donc, j'appelle ma sœur et je lui dis, j'ai trouvé un double des clés. J'ai réussi à rentrer, mais il y a un trou dans la fenêtre. Quelqu'un a probablement essayé de rentrer par effraction à la maison. Je peux pas me faire engueuler pour ça, c'est pas possible. J'ai travaillé trop dur pour rentrer chez moi. Maintenant, faut que je m'en sorte. Voilà, je suis chez moi, j'ai fait ma plainte. Entre-temps, j'ai récupéré mes amis au métro. Donc, on est ensemble dans le salon et on boit un verre, parce que c'est la fête de la musique quand même. Et on attend que la police arrive pour faire l'état des lieux. On attend peut-être une demi-heure, je dirais, 40 minutes. Et là, l'interphone sonne. Et là, j'ai le cœur qui tombe. Je sais pas si j'ai déjà eu aussi peur de toute ma vie. J'ai le cœur qui bat tellement vite et tellement fort. J'arrivais même pas à savoir si j'allais pouvoir cacher une telle émotion là. C'était horrible. Ça transparaissait à travers tout mon être. Je réponds à l'interphone. Bonjour, c'est la police. Je leur ouvre. Ils montent. Ils sonnent à la porte. Je leur ouvre. Et là, ils rentrent dans l'appartement. Ils sont peut-être, je crois, 3 ou 4. Il doit y en avoir probablement 1 ou 2 qui devaient être plus, disons, scientifiques. Je sais pas. Je dirais pas la police scientifique, c'est pas un meurtre non plus. Mais bon, je sais pas, ils étudiaient un peu les lieux. Je sais pas, peut-être des traces d'ADN. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pouvaient vraiment, ce qu'ils cherchaient vraiment. Et puis, il y en avait 1 ou 2 qui me posaient des questions. Donc, ils me demandent quand est-ce que vous êtes rentrés. Un peu plus tôt dans la soirée, vers 18-19 heures. Et quand est-ce que vous avez vu le trou? Je l'ai vu en rentrant. Je suis allé dans la cuisine et voilà, il y avait le trou, les morceaux de verre. Je crois que j'ai pas touché aux morceaux de verre. Je les ai laissés là parce que c'est, je sais pas, une scène de crime. Faut pas toucher. Et je leur raconte mon histoire. Voilà, rien n'a été volé. J'ai trouvé le trou. Et puis voilà, il se passe pas longtemps, 5-10 minutes. Il me dit bon c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut.
On va partir, puis on vous tient au courant. Très bien. Et là, ils partent. Et là, je suis soulagé. C'est magique parce que je me dis, je vais m'en tirer. C'est bon, c'est fini. J'ai gagné. Pendant 5 minutes, je commence à faire la fête avec mes amis. Et là, l'interphone ressonne. Et je réponds à l'interphone. Et là, c'est « Bonjour, c'est encore la police. On a en fait quelques questions supplémentaires à vous poser. » Et là, je me dis « Ça y est, je suis perdu. » Et ils montent et ils me disent Vous pouvez nous raconter exactement votre histoire, comment ça s'est passé ?» Donc, je redis. Je suis arrivé, j'ai vu le trou. J'ai appelé mes parents, ils m'ont dit d'aller porter plainte. Je suis venu porter plainte et voilà, et on est là, quoi. Mais pourquoi vous êtes allé demander une masse à votre gardienne? Et là, je pense que je deviens blanc. Je suis déjà blanc à la base, mais je pense que là, je devenais translucide. Et je leur dis, j'en avais besoin. Et il me dit, mais vous savez que votre immeuble est filmé. Et là, je pense que j'ai eu un mini coma dans ma tête. Une absence. Genre, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, je craque complètement. Et là, je leur explique toute l'histoire. Que je suis désolé, que j'avais oublié mes clés chez moi et que fallait absolument que je rentre, que je travaille le lendemain, que j'avais une soirée, que ça semblait tellement ridicule en racontant l'histoire. Et donc, je leur dis que voilà, je suis rentré par effraction, il fallait que je rentre. Ils me disent, mais vos parents sont au courant? Parce que c'est quand même de la fraude à l'assurance. Et là, je panique encore plus. Et je les regarde, les yeux écarquillés. Et je fais non, 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 non. Ils sont pas au courant. Ils savent pas. Je leur ai juste dit que j'avais vu le trou dans la fenêtre, que je pense que quelqu'un est rentré par effraction. Ils m'ont dit d'aller porter plainte. J'ai juste monté cette histoire. Ils sont pas au courant. Et ils me disent bon, très bien. On va noter ça dans notre dossier. On va vous noter comme, je sais plus, menteur notoire, ou je sais pas ce qu'ils m'ont exactement raconté, mais... Et ils m'ont dit, on va appeler vos parents. C'était le pire des résultats possibles. Le pire. Je m'imagine là que ça y est, ils vont me renier, ils vont me balancer à la rue, ils vont me mettre dehors et que je vais devoir errer à la recherche d'un emploi, d'une pièce pour manger. Là, je me dis, ça y est, ma vie est finie. Je suis fini. J'ai plus de parents, j'ai plus de famille, je suis plus aimé. Je viens de faire la pire connerie que qui que ce soit ait pu faire. Les policiers sont partis. Mes amis restent encore un peu à la maison et moi, je suis amorphe. Et voilà, il se passe quelques heures. Et là, mon téléphone sonne et je vois écrit papa. Je décroche et là, mon père commence à me hurler dessus. Et il me dit, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es complètement malade de faire une chose pareille, mais je t'ai pas éduqué comme ça, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je veux dire, enfin, tu sais que c'est toi qui l'as fait et tu vas porter plainte, mais t'es complètement inconscient, mon pauvre. Enfin, c'est tout. Je pourrais même pas décrire tout ce qu'il a dit tellement c'était une cascade de... Je sais pas, une cascade de critiques et de mécontentement. C'était un véritable torrent. Il était inarrêtable. Et je crois qu'à un moment donné, ma mère lui dit en fond de se calmer et de lui passer le téléphone. Et là, elle me parle, elle me dit, mais genre, t'es complètement fou. Enfin, pourquoi t'as fait une chose pareille? Enfin... Alors, pourquoi t'as pas essayé de nous appeler? Et j'ai dû vous appeler 15 fois.
Genre, je sais que tout est de ma faute, que j'aurais jamais dû faire un truc pareil. Mais si vous m'aviez répondu, on aurait peut-être pu trouver une solution. Vous étiez injoignable pendant plusieurs heures. Je leur ai pas dit ça, mais je le pensais très très fort. J'étais pas en position de leur faire des critiques. Et mon père au téléphone me dit mais tu sais que tu vas payer. C'est toi qui vas payer. Littéralement, il me dit pas, c'est pas une menace. Il me dit littéralement, tu vas repayer la vitre. Il est hors de question qu'on paye pour tes conneries. Moi, je travaille cet été-là. Donc voilà, j'ai mon boulot au restaurant. Donc l'argent, ma paye, elle va finir dans cette fenêtre. Et voilà. Et puis la soirée s'est terminée et je me sentais vide. Et je me dis, mais qui peut aimer un fils pareil? C'est pas possible. Et l'amour va pas au-delà d'une connerie pareille. Et je me couche dans mon lit et je me dis, c'est fini. J'ai plus qu'à attendre mes parents qui rentrent de week-end et ils vont me mettre dehors, c'est sûr. 2 jours plus tard, mes parents rentrent et c'est un énorme silence qui s'installe au début. C'est genre, on se toise comme si on savait même pas quoi dire, quoi. C'est tellement, on sait pas par où commencer. Et je crois que c'est ma mère qui ouvre le débat en disant, mais genre, qu'est-ce qui t'a pris? Et je leur dis, je sais pas, je suis désolé, mais genre, quand j'ai vu que j'avais pas mes clés, que je pouvais pas rentrer, que je travaillais le lendemain, que j'avais pas de vêtements de rechange, que j'avais une soirée, que j'ai vu rouge et je voulais rentrer. Et il me dit, mais t'avais 1 milliard d'autres solutions. Tu pouvais aller dormir chez un ami, tu pouvais aller dormir chez tes sœurs. C'est pas grave, tu remets les mêmes vêtements le lendemain. Je veux dire, c'est pas le bout du... qu'est-ce qui t'a appris de faire un truc pareil? Je sais pas. Et moi, j'étais en mode genre, vous allez arrêter de m'aimer. Genre, il me dit, bah non, mais t'es con. Alors, non, on va pas arrêter de t'aimer, mais crois-moi qu'on n'est pas prêt de l'oublier, celle-là, quoi. On va falloir ça va prendre un peu de temps, parce que là, t'as atteint des sommets. Et là, je suis désolé, je savais même plus quoi dire, tellement je me sentais stupide. Je me suis rarement senti aussi con. Mais encore une fois, je pense que j'ai rarement fait une connerie aussi grosse. Sur le moment, je pense que j'ai vu rouge à cause de la fatigue, du stress, Il y avait cette soirée que je devais faire chez moi et j'ai promis, mes invités devaient pas tarder et ils arrivent et je leur dis quoi? Vous allez rigoler, on peut pas rentrer chez moi? Je travaillais le lendemain, j'étais exténué. Je crois que c'était la semaine d'avant où j'avais travaillé 53 heures en une seule semaine, que j'avais 20 ans, que j'étais pas un professionnel de la restauration et que c'était un rythme hyper dur pour moi à ce moment-là et que j'en pouvais plus. J'étais exténué psychologiquement, physiquement et ne pas pouvoir rentrer chez moi, ça a été... C'était plus possible. C'était l'éclatement. Le vase, là, c'est plus qu'il débordait, c'est qu'il a explosé. Et là, je suis devenu complètement fou, littéralement fou. Il y avait plus de réflexion, plus de raisonnement logique. C'était je n'avais qu'un seul but, rentrer chez moi par tous les moyens. Cet épisode était réalisé par Alexandre Moniol sur une musique de David Stank
et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Venez donc sur iTunes nous mettre de jolis commentaires et de nombreuses étoiles et nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook Slate France Podcast, sur Twitter et sur Instagram @Chapudlo. Et on vous embrasse, à très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.